Faites très attention à ces images. Vous regardez un enregistrement en infrarouge d'un drone ukrainien en plein vol, profondément à l'intérieur du territoire russe. Maintenant, faites attention lorsque la caméra se rapproche. Vous voyez ces points sombres dispersés sur le fuselage, sur les ailes. Ce sont des trous, des dizaines d'entre eux. Ce drone a été touché. Il a été touché. On ne peut pas vraiment savoir si c'était un tir de la DCA, si c'était un soldat russe au sol qui tirait en l'air avec son fusil, ou les deux à la fois. Mais ce qui compte, c'est ceci. Il aurait dû s'écraser. La plupart des drones dans le monde se seraient écrasés. Celui-ci non, et il continue de voler, droit, stable. Comme si ces trous ne signifiaient absolument rien. C'est absurde. C'est le genre d'image que tu regardes 2-3 fois de suite en essayant de comprendre ce que tu vois. Parce qu'une chose pareille, selon les manuels de n'importe quelle force aérienne du monde, devrait être en morceaux au sol. Mais ce n'est pas le cas, c'est en train de voler. Quand cette vidéo est devenue virale, les réactions ont été unanimes. Les commentaires s'accumulaient. C'est une bête. Ça ressemble à du fromage suisse, mais ça continue de voler. Il a résisté à de nombreux tirs antiaériens sans broncher. Mais son histoire est encore plus étrange que ce que vous venez de voir. Parce que ce drone ne devrait pas exister. Et pour comprendre comment il existe et pourquoi il parvient à faire ce qu'il fait, il faut poser une question dérangeante. Une question à laquelle peu d'analystes militaires occidentaux veulent répondre à voix haute. Et si l'avantage dans la guerre moderne n'appartenait plus au camp le plus riche ? Ce drone a un nom. Il s'appelle E3 Sense Enterprise. Et voici la partie à laquelle personne ne s'attendait. Car le E300 n'a pas été conçu par un géant de l'industrie militaire. Il ne vient pas d'un centre de recherche secret. Il n'est pas issu d'un programme du gouvernement ukrainien dans lequel des milliards de dollars ont été investis. Il a été construit par Aerodrone, une petite entreprise fondée en 2018. Et avant la guerre, Aerodrone ne fabriquait pas d'armes. Elle ne produisait ni équipement militaire ni drones de reconnaissance. Aerodrone fabriquait des drones agricoles, de ceux qui pulvérisent des pesticides sur les cultures. C'était une entreprise tellement obscure que très peu de gens en Ukraine savaient qu'elle existait. Les produits eux-mêmes n'avaient pas de marché, ni dans leur pays, ni à l'étranger. Et c'est cette petite entreprise, oubliée, hors du radar, qui a fini par construire l'un des drones les plus résistants et les plus dangereux de toute cette guerre. Mais il y a une partie qui est encore plus absurde, car le E300 n'a pas été conçu à partir de zéro. En réalité, c'est une adaptation. La base est un petit avion civil appelé Sky Ranger Swift. Un ULM sportif, ce genre d'avion que les pilotes amateurs utilisent pour voler le week-end. Les Ukrainiens ont pris un petit avion de loisir, ont retiré le pilote, l'ont rempli d'électronique, l'ont chargé d'explosifs et l'ont envoyé voler sur 1700 km à l'intérieur de la Russie. Pour comprendre pourquoi cela s'est produit, il faut revenir au début de la guerre. En février 2022, lorsque la Russie a envahi l'Ukraine, les Ukrainiens avaient un problème gigantesque. Ils n'avaient aucun moyen d'attaquer la Russie en profondeur. L'Ukraine avait de l'artillerie, des missiles à courte portée, des drones tactiques à utiliser sur le front, mais pour atteindre des cibles à des centaines ou des milliers de kilomètres à l'intérieur du territoire russe, elle n'avait presque rien. Les alliés occidentaux disposaient de missiles à longue portée qui pouvaient faire ce travail, mais ils refusèrent de livrer ces armes. Et, lorsqu'ils finissaient enfin par les livrer, ils en restreignaient l'utilisation. Il était interdit d'attaquer à l'intérieur de la Russie, il était interdit de viser ceci, il était interdit de viser cela. L'Ukraine était attaquée par un pays de la taille d'un continent, avec ses cibles les plus importantes protégées par des milliers de kilomètres. Et il lui était interdit de riposter là où ça faisait le plus mal. La solution donc devait venir de l'intérieur. Et c'est dans ce vide que l'aérodrone est intervenu. L'entreprise n'a pas commencé à partir de zéro. Depuis 2015, elle développait des drones avec une capacité de charge importante. D'abord pour l'agriculture, puis pour la livraison civile. En 2017, elle a lancé un prototype capable de transporter 60 kg. Et cette expérience, des années avant que quiconque ne pense à la guerre, s'est avérée être l'atout le plus précieux que l'entreprise possédait.
Parce que transporter 60 kg de pesticides n'est pas si différent, en ingénierie, de transporter 60 kg d'explosifs. Dès le début de la guerre, Aerodrone a amplifié à grande échelle son savoir-faire. Ils ont pris l'ULM Sky Ranger Swift, ont renforcé la structure pour supporter plus de poids, installé des réservoirs de carburant supplémentaires pour augmenter l'autonomie, et ont équipé l'avion de tout ce dont il avait besoin pour voler de façon autonome. Contrôle à distance par satellite, navigation autonome, transmission de données en temps réel. Le résultat a été le E-300 Enterprise, capacité de charge allant jusqu'à 300 kg. Autonomie de 8 à 12 heures en vol. Vitesse de croisière modeste, 130 km/h. Portée officielle entre 800 et 1500 km. Et, avec une charge réduite lors d'une mission sans retour, certains vols auraient approché les 3000 km. Pour donner du contexte, cela représente une portée supérieure à celle de nombreux missiles de croisière occidentaux. Et voici une information dans ces spécifications qui semble anodine, mais qui va s'avérer l'une des plus importantes de tout le projet. Regardez à nouveau la vitesse de croisière. 130 km/h, c'est incroyablement lent. Si lent qu'on dirait un défaut de conception. Un avion militaire normal vole 3, 4, 5 fois plus vite. Et pourtant, c'est exactement à cette vitesse qu'Aerodrone a décidé de maintenir le E-300. Pourquoi ? Gardez cette question en tête. La réponse apparaîtra plus tard dans cette vidéo, et quand elle apparaîtra, cela changera complètement votre façon de voir toute cette machine. Un autre détail curieux concerne le projet. Le E-300 a été initialement présenté par Aerodrone comme un drone de transport, de fret. C'était pour livrer des pièces au front, évacuer des blessés, transporter des fournitures. La version d'attaque en profondeur est venue après, et ça a été rapide. En mars 2023, Aerodrone a signé le contrat avec le ministère de la Défense de l'Ukraine. La production en série a commencé. Et, moins d'un an plus tard, le E-300 a commencé à apparaître dans des endroits où la Russie jurait qu'elle ne serait jamais attaquée. « 2 avril 2024. Tatarstan, Russie. 1300 km de la frontière ukrainienne. C'est le genre d'endroit que les manuels de guerre appellent la profondeur stratégique. Une région si éloignée du front que les Russes considéraient impossible qu'une attaque ukrainienne puisse l'atteindre. Pour atteindre le Tatarstan, il fallait traverser tout le système de défense anti-aérienne de la Russie occidentale. Traverser les radars, traverser les bases de chasse, traverser le cœur industriel de la Russie. Personne au Tatarstan ne croyait qu'il était en danger. Et c'est précisément au Tatarstan, dans la ville de Yelabuga, à l'intérieur d'une zone connue sous le nom de Zone économique spéciale de Yelabuga, que la Russie avait construit quelque chose de très précieux pour sa machine de guerre, une usine de drones. Pas n'importe quelle usine, l'usine. C'est là que la Russie a commencé à assembler, à l'échelle industrielle, les drones Shahed 136, rebaptisés par les Russes, Geran 2, qui sont lancés chaque nuit contre des villes ukrainiennes. Ces drones qui bourdonnent comme des scooters et qui s'écrasent contre des immeubles résidentiels, contre des centrales électriques, contre des hôpitaux. L'usine d'Yelabuga était l'engrenage central de cette machine. Ce matin-là, le 2 avril, vers 6 heures, cela a changé. Des caméras de sécurité et des habitants ont filmé la scène. Quelque chose est apparu dans le ciel d'Yelabuga. Ce n'était pas un missile. Ce n'était pas un chasseur. C'était un petit aéronef, volant seul, bas, lentement. Ceux qui l'ont vu de loin ont pensé que c'était un ULM. On aurait cru qu'il était perdu. Ce n'était pas un problème d'itinéraire, mais un drone ukrainien. Sans pilote. Sur une trajectoire directe. Il vole depuis des heures, en ligne presque droite, traversant tout le territoire russe occidental sans être intercepté. Et en quelques secondes, il a plongé sur le complexe de l'usine. L'explosion a été suffisamment forte pour être entendue dans toute la ville.
Pour la première fois dans l'histoire de cette guerre, la Russie avait été attaquée à plus de 1000 km de la frontière. Et ce n'était pas un missile de croisière occidentale, ce n'était pas une arme coûteuse, sophistiquée et importée. Pour un observateur non averti, cela ressemblait à un petit avion de loisir. L'opération a été revendiquée par le renseignement militaire ukrainien. Et le gouvernement ukrainien a tenu à préciser une chose en particulier. Aucune arme occidentale n'a été utilisée. Tout a été fabriqué localement, technologie ukrainienne, y compris le drone qui a parcouru les 1300 km. Ce drone était un ULM civil converti en arme. Certaines analyses en sources ouvertes l'ont identifié comme compatible avec l'E3 Sense Enterprise. D'autres, comme un modèle similaire basé sur l'Aeropract A22. Dans tous les cas, cela a marqué la première fois que ce type de plateforme, des avions civils adaptés en armes à longue portée, a atteint une cible au cœur de la Russie. Et le E300 allait devenir le représentant le plus connu de cette nouvelle catégorie. L'attaque contre Yelabuga n'était que le début. Au cours des semaines suivantes, la Russie a découvert que son sanctuaire avait pris fin. Le E300 et d'autres drones ukrainiens à longue portée qui sont apparus par la suite ont commencé à atteindre des endroits de plus en plus reculés du territoire russe. L'usine d'Yelabuga, autrefois considérée comme intouchable, est devenue une cible récurrente. Elle a de nouveau été touchée en mai 2025 et encore en juin 2025. La capacité de production russe de Shaheds, qui devait atteindre 8000 unités par an, a commencé à subir des interruptions régulières. Mais l'attaque qui a le plus choqué les analystes militaires restait encore à venir. En 2025, des drones ukrainiens de type Aéronef ont décollé d'Ukraine vers l'est, ont traversé la frontière russe, ont parcouru des centaines de kilomètres à l'intérieur du territoire russe, passant par des régions où les Russes juraient que leur défense aérienne était considérée comme impénétrable et ont continué à voler. Lorsqu'ils ont finalement plongé sur la cible, ils avaient parcouru environ 1500 km, l'une des pénétrations les plus profondes jamais enregistrées en territoire russe. La cible était Gazprom Neftekhim Salavat, un gigantesque complexe pétrochimique situé au Bakhkortostan, une région au pied de l'Oural, à l'extrémité du territoire européen de la Russie. Un endroit où aucun analyste militaire n'imaginait qu'un drone ukrainien pourrait atteindre. Des analyses russes ont attribué cette attaque et d'autres attaques à longue portée spécifiquement à E300 Enterprise, certains rapports allant jusqu'à estimer des vols d'environ 1700 km lors de certaines missions. Et tu te souviens de cette question qui était restée en suspens tout à l'heure ? Sur la raison pour laquelle Aerodrone a insisté sur une vitesse de croisière aussi lente de 130 km par heure. Ici ? Voilà la réponse. Les radars modernes de défense anti-aérienne sont pour la plupart de type Doppler. Ils fonctionnent en mesurant le changement de fréquence réfléchi par des cibles en mouvement. Plus la cible est rapide, plus sa signature radar est nette. Mais il existe une limite inférieure. Quand quelque chose vole trop lentement, le radar a tendance à le filtrer comme du bruit, comme un oiseau, comme une feuille emportée par le vent, comme rien du tout. Le E300 exploite cela. Il vole exactement dans la plage de vitesse qui trompe les radars. C'est presque une signature fantôme, quelque chose qui est là, mais que les systèmes de détection ont été programmés pour ignorer. La lenteur du E300 n'est pas un défaut, c'est un avantage. La réaction de la Russie, s'en rendant enfin compte, a été d'essayer de s'adapter. En octobre 2025, des sources ukrainiennes ont commencé à signaler un changement dans le comportement russe. De petits drones intercepteurs, conçus spécifiquement pour traquer les drones ukrainiens à longue portée, ont commencé à apparaître dans l'espace aérien russe. Les Russes n'avaient compris que les missiles coûteux et les systèmes de défense antiaérienne conventionnels étaient inutiles contre un aéronef volant bas et lentement. Et cela ne coûte qu'une fraction de ce prix.
La solution russe a été simple. Construire leur propre drone pour abattre les drones ukrainiens. Et c'est exactement là que reviennent ces images du début de cette vidéo. Vous vous souvenez de ce drone criblé de trous qui volait profondément à l'intérieur du territoire russe? C'est un E-300. Et cette caméra infrarouge qui a filmé l'approche n'appartenait pas à une équipe de défense aérienne conventionnelle, c'était la caméra embarquée d'un drone intercepteur russe, chassant le E-300 dans le ciel, tirant rafale après rafale sur lui, et, malgré des dizaines d'impacts, sans réussir à l'abattre. Voilà la bête pour laquelle la Russie a construit une nouvelle réponse pour essayer de la chasser, et elle n'y parvient toujours pas. Tu te rappelles la question gênante au début de la vidéo? Et si l'avantage dans la guerre moderne n'appartenait plus au camp le plus riche? Le E-300 est l'une des premières réponses concrètes à cette question. Et c'est la preuve d'une chose que peu d'armées dans le monde veulent admettre. Parfois, la guerre du futur ne sera pas gagnée par le camp qui possède la technologie la plus chère, mais par celui qui apprend le plus vite. Si vous avez aimé cette analyse, laissez un like, ça aide énormément la chaîne à grandir. Et abonnez-vous ici, pour ne pas manquer les prochaines histoires sur ce qui change dans la guerre moderne. À la prochaine.